Vous étiez ministre de la Santé et des Solidarités au gouvernement et vous avez remplacé au pied levé Benjamin Griveaux pour être candidate à la mairie de Paris, soutenue par La République En Marche, le MoDem, Agir et bien d'autres alliés encore. Madame Agnès Buzyn, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'agence France Presse. Nous allons ensemble parler de votre programme et des mesures principales pour Paris. Mais avant tout, j'aimerais vous poser une première question. Je voulais savoir pourquoi vous voulez être maire de Paris. Maire, c'est le plus beau mandat. C'est le plus beau mandat pour un homme ou une femme politique. Et Paris est la plus belle ville du monde. Donc c'est la rencontre entre une circonstance particulière, une envie de ce mandat et un projet, une vision que j'ai pour cette ville qui est ma ville. C'est un mandat qui est beaucoup plus beau que d'être ministre de la Santé et des Solidarités ? Je pense que pour un mandat électif, ministre, on n'est pas élu. Être ministre, c'est évidemment le pouvoir d'agir, mais c'est aussi le pouvoir d'agir quand on est maire. Et c'est pour ça que c'est un mandat particulièrement intéressant, parce qu'on touche à la vie quotidienne des gens. Ça se rapproche énormément de celui des missions du ministre des Solidarités et de la Santé. Je voudrais savoir, quel est le Paris que vous imaginez d'ici 5, 10 ou 15 ans ? Déjà, la première chose, c'est un Paris apaisé. Aujourd'hui, Paris est une ville brutale pour ses habitants. C'est une ville dont l'État s'est dégradé. C'est une ville qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une ville-monde, d'une ville capitale. Et les gens y vivent de moins en moins bien. La vie est devenue difficile pour les habitants à Paris. Donc déjà, ma première priorité, c'est d'apaiser cette ville et de permettre aux gens de bien vivre à Paris. Ensuite, j'ai évidemment des ambitions pour cette ville. La première ambition, c'est de l'adapter au changement climatique. Elle n'est pas prête, l'adapter au changement démographique. Et puis, la troisième ambition, c'est évidemment d'en faire une ville de l'innovation. C'est une ville de progrès. C'est une ville qui doit briller aussi sur le plan technologique, scientifique, culturel. Tout ça se prépare dans le temps et nécessite un mandat électif. Du coup, vous souhaitez apporter une petite patte scientifique qui est la vôtre. Vous imaginez un Paris scientifique ? J'imagine un Paris de progrès. Je pense qu'il y a de la place pour faire beaucoup d'innovations technologiques dans la ville, au service de la ville, au service de l'urbanisme, au service de l'environnement. Et donc, évidemment, puis surtout, c'est ma démarche qui est scientifique. En général, je pars d'un constat, je pars des faits, et c'est ma méthode. Et une fois que j'ai un constat et des faits, je propose des solutions et une méthode pour aboutir. Vous avez parlé de l'environnement et je voudrais savoir ce que vous pensez pouvoir faire pour lutter contre la pollution atmosphérique, la pollution sonore et la pollution visuelle à Paris. Alors la pollution est un immense problème à Paris. Nous avons 17 jours de pic de pollution par an, c'est énorme. Nous sommes la ville la plus embouteillée d'Europe, enfin tout le monde le vit et je sais en tant que médecin à quel point ça a un impact sur la santé des habitants et sur les enfants. Quand on est mère de famille, on est inquiet d'élever un enfant à Paris. On sait qu'il vit dans un environnement qui n'est pas sain. Donc c'est un devoir de réduire cette pollution en augmentant, en facilitant les transports en commun. Aujourd'hui, il y a tellement de bouchons dans cette ville et le mélange des pistes cyclables avec les voies des bus fait qu'en fait les bus sont ralentis. Il faut qu'on soit capable de permettre aux bus de circuler convenablement. Aujourd'hui, ils circulent à 6 km/h. Avant, c'était 12. Il faut qu'on redonne cette vitesse. Il faut qu'on rende le métro beaucoup plus automatique. On peut automatiser au moins 4 lignes de métro dans un mandat de 6 ans. Et là, il faut travailler main dans la main avec la région. Il faut développer les mobilités douces, c'est-à-dire le vélo, mais aussi la marche à pied, permettre à chacun en fait, de trouver son mode de transport et réduire petit à petit la place de la voiture. Mais je dirais que la différence avec probablement d'autres programmes que j'observe, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de ne pas empêcher aux voitures de circuler en créant en fait des reports de circulation et de bouchons, en fermant des quartiers entiers, mais plutôt de penser d'abord comment on trouve des alternatives pour les habitants, comment on les soulage, parce que tout le monde a envie d'abandonner sa voiture, tout le monde souhaite que Paris soit moins pollué. Donc comment on développe au maximum des mobilités alternatives, rapidement, efficaces, au service des gens pour leur permettre en réalité d'abandonner leur voiture. J'ai deux questions. Ça veut dire que vous n'allez pas vous engager à piétonniser des rues entières de Paris ? Alors, on veut faire des rues jardins, donc on peut imaginer tout à fait qu'avec les maires d'arrondissement, il y ait des formes de consensus avec les habitants d'un quartier pour décider qu'une rue puisse être fermée à la circulation pour permettre à un jardin de s'y mettre. Donc, je ne suis pas formellement
contre la piétonisation de certaines rues, mais je suis contre l'idée qu'on va commencer par piétoniser le centre de Paris pour reporter des bouchons sur toute la périphérie, augmenter la pollution sur tous les quartiers périphériques. Je trouve que cette méthode-là n'est pas la bonne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réduire la part de la voiture, bien sûr, mais en réalité, je pense que tous les candidats sont d'accord. Tous les candidats veulent réduire la pollution, personne n'est en faveur de la pollution. Donc la seule chose qui nous différencie, c'est la façon d'y parvenir. Et ma façon est une façon méthodique qui part de constats et qui, petit à petit, amène les gens à leur faciliter la vie. C'est-à-dire que je suis certaine que les habitants de Paris aujourd'hui veulent être acteurs de l'écologie. Parce qu'en réalité, ce sentiment que l'environnement est un enjeu fondamental pour nos enfants, tout le monde le partage. Et donc la seule chose qui nous différencie, c'est comment on fait en sorte que chacun puisse s'approprier cette petite part du faire mieux écologique que chacun souhaite en réalité pour soi-même, pour ses enfants et pour la ville dans laquelle on habite. Bon, si j'entends bien, vous voulez créer un consensus autour de la piétonisation, arrondissement par arrondissement, et ne pas piétoniser d'un coup d'un seul certains en tous les cas, entiers. Pas une piétonisation décidée d'en haut, autoritaire, qui en fait va créer, on le sait, énormément d'embouteillages parce que ce qui est évident, et moi je le ressens particulièrement, c'est que tout le monde ne peut pas faire du vélo. Et notamment les personnes âgées, je pense aux femmes enceintes avec des enfants en bas âge, je pense aux gens qui transportent des produits, des commerçants, je pense à tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé, qui ont besoin de se déplacer. Donc on a bien besoin de modes de transport diversifiés, qui s'adaptent en fait à chacun. Et tout vélo, par exemple, c'est une façon d'exclure certains. Et je ne veux pas une ville d'exclusion, je veux une ville où chacun retrouve le plaisir de vivre et le bien-être et où chacun trouve sa place. Avec la pollution se pose la question aussi des problèmes de canicule que nous avons connus à Paris l'année dernière, et avec des pics de chaleur qui atteignaient 52 degrés, si je ne me trompe pas, dans le 20e arrondissement. Demain, est-ce que vous allez végétaliser davantage Paris? Est-ce que vous promettez de planter 100 000 comme David Béliard, 170 000 arbres comme Anne Hidalgo? Alors, le changement climatique est effectivement un enjeu majeur. Cette ville n'est pas préparée. Elle n'a pas été pensée pour le changement climatique. Et je l'ai vécu avec les différentes canicules de l'année dernière. C'est impressionnant. Cette ville est bétonisée, elle est en surchauffe. C'est une ville totalement minérale et donc nous avons le devoir de végétaliser. Mais je ne vais pas rentrer dans la course à l'échalote de 100 000, 50 000 ou 170 000 arbres. Ce qui compte, c'est d'avoir des îlots de fraîcheur. Donc, ce n'est pas de planter des arbres forcément le long du périphérique. En réalité, il faut penser ces espaces verts pour qu'ils préservent et rafraîchissent dans chaque quartier, que les personnes âgées puissent savoir qu'elles ont 3 degrés de moins parce qu'il va y avoir la préservation d'un îlot de fraîcheur. C'est comme ça qu'on pense aujourd'hui la végétalisation. Ça n'est pas forcément de planter des arbres de façon dispersée qui en réalité n'aboutit pas à cette capacité à faire descendre la température. Donc il faut penser aussi la végétalisation. Et évidemment, je propose dans mon programme de créer une règle verte. La règle verte, c'est avoir auprès de moi un conseil scientifique et citoyen qui sera en charge d'analyser tous les projets à venir de la ville pour vérifier qu'ils sont concordants avec l'ambition qu'on a pour le climat, la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation de la ville au changement climatique. Je veux qu'on préserve tous les acquis aujourd'hui de végétalisation et surtout qu'on aménage les 2 bois qui sont en réalité très difficiles d'accès et très insécurisants pour les familles. Donc, bois de Vincennes et bois de Boulogne, il faut qu'ils soient beaucoup plus accessibles et qu'on en profite. En réalité, on en profite très peu. Et puis, je veux que, évidemment, on crée des rues-jardins dans toutes les villes et qu'on pense des espaces verts, mais vraiment avec l'idée de rafraîchir. Et ça, c'est indispensable parce que nous savons que les canicules vont augmenter et elles vont être beaucoup plus longues et beaucoup plus sévères dans les années qui viennent. Donc nous devons aujourd'hui impérativement verdir cette ville. Je voudrais revenir sur la question des transports, puisque vous disiez à l'instant que vous souhaiteriez à terme automatiser un certain nombre de lignes. Premièrement, lesquelles? Et deuxièmement, vous avez bien conscience que le pouvoir sur les transports est entre les mains de la région et non pas de la mairie de Paris. Alors demain, est-ce que vous serez capable, vous, de travailler davantage avec la présidente de la région Île-de-France? Alors, en fait, pour gérer une ville, il est indispensable de travailler avec tous les partenaires
partenaires. Ils sont nombreux. Le premier, c'est évidemment la région Île-de-France qui est en charge des transports, RATP notamment. Et c'est aujourd'hui incroyable de voir que la ville et la région ne peuvent pas se parler. Donc il n'y a aucun projet commun, il n'y a aucune articulation. Donc si on veut rendre les transports et le métro plus sûrs, par exemple, si on veut automatiser des voies, si on veut mettre, par exemple, des gardiens ou des agents de sécurité dans un wagon, dans chaque métro, de façon à sécuriser les wagons, notamment la nuit, pour toutes les personnes qui ont peur, eh bien, tout cela nécessite énormément de coordination avec la région Île-de-France. Force est de constater que ça n'a pas été le cas pendant 6 ans. Donc moi, je travaillerai main dans la main avec Valérie Pécresse, qui est aujourd'hui la présidente de région. Nous nous sommes d'ailleurs parlé, nous avons déjà envisagé des travaux en commun pour améliorer l'hébergement des personnes sans domicile fixe qui habitent dans le métro. Il y a près de 350 personnes aujourd'hui qui habitent dans le métro. Ça participe à un sentiment d'insécurité et surtout, il faut s'occuper de ces gens. C'est indigne en réalité de vivre dans le métro, il n'y a pas de toilettes. Donc nous avons d'ores et déjà discuté de la possibilité de créer des centres d'hébergement d'urgence conjoints. Donc nous avons la volonté de travailler ensemble. Il y a d'autres partenaires avec lesquels la ville ne travaille pas, nous y reviendrons. Ça peut être la préfecture de police de Paris, c'est la raison pour laquelle l'insécurité a augmenté. Et puis les villes voisines, parce qu'on parlait de transport et de transport plus vert, plus doux. Il faut aussi permettre à toutes les personnes qui viennent travailler à Paris de laisser leur voiture ou d'abandonner des voitures polluantes pour des voitures électriques. Mais tout ça, ça s'aménage, ça se pense, ça se planifie dans le temps avec les partenaires que sont toutes les villes des alentours de Paris. Je constate que vous reprenez une mesure de votre prédécesseur Benjamin Griveaux sur la sécurité des personnes qui se sentent vulnérables dans les transports en commun à partir d'une certaine heure, dans certaines rames de chaque métro, où vous aurez effectivement du personnel de sécurité. C'est une excellente mesure. Je suis mère de famille et à chaque fois que mes enfants rentrent tard, je suis inquiète. Et tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans Paris, qui sont obligés de prendre des métros très tard à la fermeture des restaurants par exemple, sont en insécurité. Ça n'est pas possible d'aller travailler la boule au ventre en fait. Ça n'est pas possible. On doit offrir aujourd'hui à cette ville plus de sérénité. En fait, il lui manque de la sérénité. Je pense que je suis capable d'apporter cela à la fois en termes de sécurité, de propreté, de transport, parce que mon tempérament est un tempérament d'apaisement. Très bien. Nous allons revenir sur les problèmes de sécurité à Paris, parce qu'en effet, les chiffres montrent une hausse considérable du nombre de cambriolages, de vols avec violence, des phénomènes de rixes, mais aussi des problèmes liés à la toxicomanie à Paris. Or, les pouvoirs de police ne sont pas entre les mains du maire de Paris, ils sont entre les mains du préfet de police, donc de l'État, en passant par le ministère de l'Intérieur. Demain, que comptez-vous faire pour amener un peu plus de sécurité à Paris ? La maire de Paris actuelle n'a pas souhaité s'emparer de ce pouvoir-là. En réalité, beaucoup de municipalités ont fait d'autres choix. On fait les choix d'une police municipale qui s'articule avec la police nationale. Alors, elle a voulu, mais l'amendement qui a été porté à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines de ça a été retoqué par vos collègues marcheurs de l'Assemblée. Oui, parce que c'était ce qu'on appelle un cavalier, c'est-à-dire que c'était un amendement qui était dans une loi qui n'avait rien à voir. Et donc, il faut penser la sécurité dans son ensemble. Aujourd'hui, la police nationale a énormément de missions. Elle a des missions évidemment de lutter contre la grande délinquance, contre les trafics, contre le terrorisme. Et on voit bien qu'elle n'a plus le temps aujourd'hui de travailler sur les incivilités du quotidien, voire les infractions du quotidien. Et la police municipale, elle peut avoir ce rôle-là. Et donc, la mairie de Paris peut créer une police municipale bien formée, armée, qui connaissent son voisinage, qui connaissent les quartiers. C'est la raison pour laquelle il faut une bonne articulation avec les maires d'arrondissement. Ça permet à ces policiers municipaux d'être bien ancrés dans le territoire dont ils ont la charge, de connaître les commerçants, de connaître les personnes, de connaître le maire, d'être appelés sur certains lieux les plus dangereux. Et ça permet surtout de s'assurer d'une présence rassurante, sécurisante au quotidien, pour permettre à chacun de se sentir en sécurité, que qu'on soit une jeune fille en mini-jupe, que qu'on soit une personne âgée, qu'on soit un jeune qui rentre de soirée. Aujourd'hui, cette insécurité, tout le monde la ressent dans tous les quartiers. Et je pense qu'elle nuit également au tourisme, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une réputation que la ville a de ne plus être une ville particulièrement accueillante pour les touristes à cause de tous ces vols à la tire notamment. Est-ce que tous les policiers municipaux demain, avec vous, maire de Paris, seront armés d'une arme létale ? Oui.
Je crois que les temps ont changé. On est obligé de s'adapter, c'est l'air du temps. La société est beaucoup plus violente et surtout les policiers aujourd'hui sont la cible de terroristes, sont la cible d'attaques. Je pense à cette jeune policière municipale non armée qui a été tuée, Clarisse Jean-Philippe. Elle a été tuée parce qu'elle avait un uniforme. Donc on ne peut pas mettre dans les rues aujourd'hui des personnes qui seraient des cibles. Il faut les former correctement et toutes les polices municipales qui ont bien formé leurs policiers ont aujourd'hui des armes létales. Ça représente 53% des polices municipales aujourd'hui en France qui sont armées. Et donc, je souhaite juste faire la même chose avec une formation dédiée. Et le fait d'être une police ancrée sur son territoire, de connaître les gens, fait aussi qu'on est beaucoup plus performant. C'est une police de proximité comme il existait. C'est une police, en tous les cas, de quartier, de voisinage. Très bien. Sur la propreté, c'est un autre sujet de préoccupation des Parisiens. Les rues sont sales, disons-le, jets de mégots, poubelles pas ramassées, matelas à tout va sur les trottoirs pour des problèmes de punaises. Qu'est-ce que vous comptez faire demain pour améliorer la situation ? Oui, alors le constat il est clair. 70% des Parisiens sont très très choqués des problèmes de propreté dans Paris. Clairement, c'est un sujet qui n'a pas été investi du tout par la mairie et par la gouvernance actuelle. Donc nous devons remettre de l'ordre, permettre aux trottoirs d'être utilisable. Aujourd'hui, marcher sur les trottoirs parisiens, c'est un jeu d'obstacles entre les déchets, entre les détritus, entre les trottinettes. Et donc on a vraiment un enjeu de propreté, de saleté, même visuelle. C'est insalubre, il y a des rats. C'est honteux pour une ville comme Paris et vraiment indigne. Donc le constat étant clair, il faut, je pense, aujourd'hui privatiser le reste du ramassage d'ordures, puisque la moitié des arrondissements sont privatisés, l'autre pas. Ça permettra de déployer plus d'agents municipaux pour le nettoyage des rues. Et puis je veux créer un manager de rue, un responsable de rue, qu'on pourra appeler avec un numéro de téléphone très simple, dès qu'il y aura des déchets, dès que la rue sera défoncée ou qu'il y aura un problème de trottoir, dès qu'il y aura trop de saleté, qu'on puisse appeler quelqu'un, qu'on ne sonne pas dans le vide, que cette propreté soit à la main des maires d'arrondissement, qui eux connaissent leur quartier, savent exactement où sont les lieux où s'accumulent les déchets. Et donc une police... des agents de propreté sur le terrain, beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont actuellement, avec des responsables de rue qui seront mobilisables par tous les habitants tous les jours sur un numéro de téléphone. Comment vous allez choisir ce responsable de rue, ce manager ? Eh bien, ça sera sur des qualités humaines. On recrutera parmi les agents municipaux en charge de la propreté. Ils sont nombreux aujourd'hui, même si tous ne sont pas sur le terrain. Et évidemment, ce sera des gens formés aussi à l'écoute, à la réactivité. Parce que ce qu'attendent les gens, c'est de pouvoir être entendus quand ils voient une rue dans un état déplorable. Aujourd'hui, ils ne savent pas qui appeler, ils ne savent pas vers qui se tourner. Et il faut que cette personne soit en lien très étroit avec la maire ou les maires d'arrondissement qui aujourd'hui ont été totalement dépossédés de ce pouvoir de proximité. Vous avez aussi cette idée de la maire de Paris, candidate à sa succession, que les Parisiens ou les gens qui viennent à Paris tous les jours sont peut-être pas très corrects dans les rues, souffrent de problèmes d'incivilité et jettent très facilement leurs poubelles à tout va ou leurs mégots à tout va. Est-ce que demain, vous proposerez, par exemple, d'augmenter les prix des amendes en fait, à Paris pour des problèmes d'incivilité de ce genre-là ? Est-ce que la propreté de Paris passe par l'éducation des Parisiens ? Alors, moi, je crois que les Parisiens, d'abord, ils voient leur ville très sale. Quand la ville est très, très sale, on perd quelque part le respect qu'on peut avoir naturellement et qu'on voit naturellement dans les villes très propres où personne n'ose jeter quelque chose parce que ça se voit immédiatement. Aujourd'hui, plus rien ne se voit. Donc, il faut permettre aux gens qui, en réalité, souhaitent une ville propre de pouvoir exercer leur pouvoir de citoyen. Et, par exemple, je suis très troublée de voir que les poubelles sont en train d'être rénovées. On a pensé à refaire des poubelles sans penser poubelles de tri. Mais aujourd'hui, les Parisiens, ils veulent pouvoir jeter leurs canettes dans une poubelle et leurs papiers dans une autre et les mégots dans une troisième. En réalité, je trouve qu'au XXIe siècle, à l'époque du tri sélectif où tout le monde s'astreint à ce tri chez soi, ne pas permettre aux gens dans la rue de faire ce même tri sélectif en pensant des poubelles modernes qui permettent le tri, montre qu'il n'y a pas eu d'anticipation sur ce que veulent les citoyens. Parce que les citoyens, j'en suis persuadée, aujourd'hui, veulent être acteurs de l'écologie, profondément.
En effet, les poubelles de Paris ont été changées pour un certain nombre d'entre elles pour éviter aux rats d'aller dans les poubelles de Paris. Et vous n'avez que des poubelles aujourd'hui qui soient sans tri. Mais sans tri. Très bien. Il y a une question dont vous parlez peu jusqu'à présent, dont vous avez peu parlé, c'est la question du logement. C'est pourtant une source de préoccupation pour les Parisiens, parce que le prix du mètre carré à Paris à l'achat a dépassé les 10 000 euros dans tous les arrondissements. Les prix des loyers flambent et l'offre est beaucoup moins importante que n'est la demande. Dans une ville comme Paris, où vous avez 12 000 habitants par an qui quittent la capitale, quelles sont les solutions que vous apportez ? Oui, le logement est un problème pour tout le monde. En réalité, toutes les familles, tous les jeunes le vivent au quotidien. Donc il faut permettre aux Parisiens de se loger à des prix abordables. Donc l'objectif, c'est vraiment des prix abordables. Pour cela, déjà, il faut remettre en circulation, dans le circuit, les logements vacants. Il y a aujourd'hui à Paris 100 000 logements vacants. Mon objectif, et c'est mon programme, c'est de permettre qu'il y ait au moins 20 000 logements vacants remis à disposition, remis sur le circuit, pour que les jeunes puissent, ou les familles puissent se loger convenablement. Donc ce sont des personnes à revenus intermédiaires qui ont aujourd'hui besoin de ces logements vacants. Comment je le fais ? Je le fais très simplement. Aujourd'hui, les propriétaires ont peur de mettre ces logements à disposition. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas la garantie des loyers, ils ont peur de la remise en état, et parfois, pour pouvoir mettre un logement locatif à la location, il faut remettre en état toute l'électricité. Tout ça coûte beaucoup d'argent et pour des personnes âgées qui ont un petit bien à louer, ils n'osent pas le faire. Donc la ville de Paris créera un service dédié à l'intermédiation locative. Il en existe un, je dirais, embryonnaire, mais beaucoup plus ambitieux, qui remettra en état les logements, qui garantira les loyers, qui, à la limite, pourra lui-même louer le bien pour le remettre à la location de façon à garantir également la mise en état à la fin de la location. Et donc ça, ce sera un service dédié de la ville de Paris pour que ces logements vacants soient enfin accessibles. Ça veut dire qu'il y a un contrat qui sera signé entre un propriétaire et l'hôtel de ville, ce service consacré au sein de l'hôtel de ville, et que l'hôtel de ville relouera le bien aux particuliers. Oui, alors on passera évidemment par aussi des acteurs privés qui peuvent aussi, qui sont présents sur le territoire. La ville ne fera pas la totalité évidemment de ce service, mais elle pourra contractualiser avec des agences immobilières dont c'est le travail, de façon à garantir les loyers, la mise en état préalable, la mise en état à la sortie des locataires, de façon à ce que les propriétaires n'aient pas peur. Il faut qu'ils soient accompagnés dans leur démarche, il faut que ce ne soit pas un casse-tête administratif. Ce sont souvent des logements vacants qui appartiennent à des personnes relativement âgées, qui ont gardé ces biens pour payer leur retraite et qui, à la fin, ont peur de les louer. Il faut qu'on les aide, et ça, c'est la responsabilité de la ville. Et il y a une manne incroyable de logements vides. Déjà 20 000 logements que nous pourrions remettre sur le marché locatif, ce serait un atout considérable. Après, évidemment, il faut travailler sur le logement social. La ville n'a pas atteint encore ce qui est obligatoire par la loi, c'est-à-dire 25% de logements sociaux, de HLM, à prix bas. Donc il faut évidemment préempter un certain nombre de ventes. Il faut reconstruire et construire des logements sociaux. Il faut aussi remettre en état, rénover les logements sociaux actuels qui, pour beaucoup, sont très, très délabrés. Il faut notamment favoriser la rénovation énergétique pour ces familles à revenus faibles qui dépensent énormément d'argent dans le chauffage. Le chauffage, ça coûte cher aux familles et c'est extrêmement polluant. Et donc la déperdition énergétique aujourd'hui a un double effet. Elle pénalise les gens aux revenus les plus faibles et elle est très mauvaise pour l'environnement. Donc la rénovation thermique des logements, ça doit être une priorité aussi des logements sociaux. Vous voulez préempter des logements pour pouvoir créer du logement social et atteindre l'objectif des 25% de logements sociaux de la loi SRU à Paris. Certes, mais est-ce que vous n'avez pas peur que cela coûte extrêmement cher, d'autant que la dette de la mairie de Paris est de 5,9 milliards d'euros ? Alors, la dette de la mairie de Paris a été considérablement augmentée. Et il est vrai que
On observe des défauts de gestion, des choix bizarres de recrutement de personnel ces 6 dernières années. Donc je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'économies à faire et d'efficience dans la gestion de la ville de Paris. Après, il faut avoir, je dirais, un certain nombre d'ambitions pour cette ville. L'engagement que je prends vis-à-vis des Parisiens aujourd'hui, c'est celui de la très bonne gestion, rigoureuse. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Bruno Parent, qui est l'ancien directeur des finances publiques, qui est l'homme qui a mis en place le prélèvement à la source, l'impôt à la source dont on disait qu'il était infaisable. Je lui confie, puisqu'il est numéro 2 sur la liste dans le 16e, je lui confierai les finances de la ville de Paris pour qu'elles soient bien gérées et que chaque euro dépensé soit en face d'1 euro d'économie, car nous ne pouvons plus augmenter la dette de Paris. Elle a été augmentée de 50% en 6 ans. La mairie de Paris se justifie en disant que c'est parce qu'elle a préempté et parce qu'elle a fait des logements sociaux qu'en fait elle s'est endettée à ce niveau-là, essentiellement. Je crois qu'il n'y a pas que ça, il y a eu de mauvais choix et je pense que nous avons moyen, notamment avec l'état d'esprit qui est le mien, c'est-à-dire la rigueur, la programmation, l'anticipation, d'améliorer clairement la gestion de cette ville. Il y a 2 choses dont vous ne parlez pas sur le logement. La première, c'est Airbnb. Quelle est votre position sur Airbnb ? Alors, Airbnb, c'est très simple. Airbnb, c'est scandaleux quand c'est un commerce, c'est-à-dire quand les gens achètent des logements et au lieu de les mettre à la location pour des étudiants, pour des familles, l'utilisent uniquement pour faire de la location courte durée Airbnb. Donc il ne faut pas qu'on puisse louer un logement secondaire pour Airbnb. Par contre, quand c'est son propre logement, parce qu'on travaille à l'étranger la moitié de l'année, etc., ça ne gêne personne, parce que son propre logement, on ne peut pas le louer à long terme. Donc, ma règle, elle est claire. Ce qui compte, ce n'est pas de diminuer le nombre de jours de Airbnb. Ce qui compte, c'est de s'assurer que personne ne loue un logement qui n'est pas son habitation principale, dans le cadre d'Airbnb. Donc ça nécessite des contrôles. Aujourd'hui, il n'y a que 29 personnes à la ville de Paris qui s'occupent des contrôles d'Airbnb. C'est trop peu, c'est insuffisant. Les contrôles ne permettent pas en fait de repérer des gens dont c'est le business. Les gens en ont fait un business. Ils achètent des logements pour les mettre à la location d'Airbnb. Ça, c'est un scandale. Ça doit être interdit. C'est interdit, mais ça doit être surtout contrôlé. Et aujourd'hui, mon ambition, elle est claire. Je doublerai le nombre de personnes en charge des contrôles pour qu'il n'y ait plus de logements secondaires qui soient utilisés de façon marchande et commerciale. Sur la question du logement, je voulais aussi vous interroger sur une des propositions phares de votre prédécesseur Benjamin Griveaux, qui souhaitait en fait apporter une aide de 100 000 euros aux Parisiens de la classe moyenne qui souhaitent acheter un logement à Paris. Et au moment de la vente, la mairie de Paris récupérait les 100 000 euros et on se partageait la plus-value, si je me souviens bien. Pourquoi vous ne reprenez pas cette mesure ? Parce que je la trouve inflationniste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un certain nombre de vendeurs sauront que la ville de Paris apporte 100 000 euros d'aide, d'emblée, les prix vont augmenter. Ça va amener forcément les nouveaux vendeurs à considérer qu'il y a déjà 100 000 euros d'apport dans l'apport de ceux qui veulent acheter. Et en réalité, c'est pour moi une mesure qui risque d'être très rapidement inflationniste sur l'ensemble du marché à la vente. Donc je n'ai pas souhaité prendre cette mesure, même s'il va falloir inventer des choses nouvelles, puisque beaucoup de villes capitales aujourd'hui ont ce même problème d'accès au logement. Donc nous devons travailler avec les autres villes qui innovent en la matière. Il y a par exemple pour la vente, le moyen de dissocier ce qu'on appelle le bâti et le foncier. Et donc, ça permet d'acheter des logements à un moindre coût, sous le prix du marché, mais à condition que la ville reste propriétaire du foncier. Donc, ce sont des expériences de ce type-là qui permettent de réduire les coûts d'achat. C'est un clin d'œil à la politique de Yann Brossal, élu communiste et adjoint au logement d'Anne Hidalgo, qui a mis en place effectivement ce système Oui, c'est il une y a bonne quelques idée, mois. il faut le développer. Très bien. J'aurais une question en plus à vous poser sur la question des transports, parce qu'on ne vous a pas entendu sur le périphérique. Pendant longtemps, nombre de candidats ont souhaité soit démanteler le périphérique, le détruire totalement, comme Gaspard Ganzer qui vous a rejoint récemment, ou construire des ponts par-dessus le périphérique pour pouvoir rendre accessible et relier en fait les communes limitrophes à Paris. Qu'est-ce que vous souhaitez faire du périphérique demain ?
Alors, je ne souhaite pas le détruire. D'abord parce qu'on a besoin de ce lieu de circulation aujourd'hui pour désengorger Paris. Mon objectif, c'est quand même de désengorger Paris et de faire qu'il y ait moins de bouchons. Je pense que des passerelles ou des lieux de passage sont tout à fait envisageables avec les communes limitrophes parce qu'il y a effectivement des ponts qui sont extrêmement embouteillés également, mais ça peut être aussi simplement des passerelles pour vélo ou pour piétons. On n'est pas obligé de penser que voiture ou que pour les transports en commun. On pourrait aussi imaginer des ponts que pour les bus. Donc ça se planifie. En tous les cas, pas de grands travaux. Moi, je pense que les Parisiens et les Parisiennes aujourd'hui sont épuisés des grands travaux. Je pense que la première priorité et ce qu'on doit promettre aux Parisiens dans les années qui viennent, c'est une ville plus calme, plus sereine, où chacun trouve sa place, où chacun peut vivre et où on retrouve une sorte de plaisir de vivre au quotidien, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Comme pour les personnes âgées. Les personnes âgées, elles ont peur à Paris, elles sont exclues. Le rythme de cette ville, le bruit de cette ville, l'état des trottoirs fait que les personnes âgées n'ont plus leur place. C'est pas normal. Avec le vieillissement de la population qui nous attend tous, en réalité, nous devons permettre aux personnes âgées de retrouver leur place. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé une mesure très importante qui va permettre le maintien à domicile des personnes âgées à Paris. Je compte créer un service public, enfin municipal, du maintien à domicile pour que toutes les familles qui sont aidantes d'une personne âgée puissent à tout moment avoir recours à un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un service qui organisera les intervenants à domicile, les auxiliaires de vie qui apportent les repas, ceux qui font la toilette, les infirmières. Aujourd'hui, pour une famille qui a en charge une personne âgée avec une maladie ou pas d'ailleurs plus ou moins dépendante, c'est un casse-tête chinois que d'organiser le maintien à domicile. Et c'est anxiogène, c'est angoissant. Les familles passent leur temps à faire des allers-retours, à se préoccuper de savoir si le frigidaire est plein, s'il y a quelqu'un qui est bien venu faire la toilette. En réalité, il faut maintenant aider les familles à maintenir les personnes âgées à domicile. Et puis, il y a des personnes âgées qui sont seules aujourd'hui, qui ont peur. Mon souhait, ce n'est pas que tout le monde termine sa vie en EHPAD. D'abord, les places d'EHPAD sont chères. Et c'est cher à faire fonctionner également. Les gens expriment ce besoin de vieillir et de mourir chez eux. Et donc, on doit aussi rendre la ville aux personnes âgées et permettre à chacun aujourd'hui de vivre en sérénité. Est-ce que ce sera comme un système d'EHPAD où ce seront finalement les héritiers, les descendants qui paieront ces services que vous mettrez en place? Alors, il existe déjà une allocation, qui est une allocation de la ville, mais qui est une allocation des départements. Il se trouve que Paris est un département en même temps, donc il a cette compétence sociale que n'ont pas les autres villes. Cette allocation s'appelle l'APA, c'est une allocation pour les personnes âgées dépendantes et qui permet justement de payer un certain nombre de services. Aujourd'hui, l'APA n'a quasiment pas augmenté pendant les 6 ans qui viennent de s'écouler. Elle n'a même pas augmenté au coût de l'inflation. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué pour les familles et souvent, il faut payer un certain nombre de services. Donc je veux vraiment travailler sur cette allocation pour la rendre la plus efficace possible, mais surtout permettre à toutes les familles de savoir qu'elles peuvent, sur un numéro de téléphone, se faire aider pour leur quotidien, pour organiser le quotidien des personnes âgées. S'il n'y avait, Madame Buzyn, qu'une mesure à garder de votre projet, laquelle serait-ce? Mon projet, il est complet. Il est complet. Il n'a de sens que s'il est complet. Il n'a de sens que si il s'occupe à la fois de la vie quotidienne, propreté, sécurité, et qu'il a une ambition écologique, et qu'il a aussi un volet social d'accompagnement. Ma personnalité veut que j'aime les dossiers complexes et complets, et que je ne peux traiter en fait un sujet que dans son entièreté. Cette ville, elle ne peut pas se résumer à une mesure. Je trouve que ce serait indécent vu la multiplicité des problématiques. Pourquoi les Parisiennes et les Parisiens devraient-ils vous choisir, vous, plutôt qu'une autre candidate ou qu'un autre candidat? D'abord pour le projet, parce que c'est un projet ambitieux et qui se préoccupe de tout. Et pour ma méthode, qui est une méthode rationnelle, qui est une méthode rigoureuse, qui est une méthode de raison. La raison n'empêche pas l'ambition et la vision.
mais c'est aussi une méthode de rassemblement. Je sais travailler avec chacun. Je travaillerai avec les villes autour de Paris, je travaillerai avec la région, je travaillerai avec la préfecture de police et je travaillerai avec les maires d'arrondissement qui ont été dépossédés d'un grand nombre d'autorités ou de pouvoirs. Je travaillerai avec les citoyens, je veux plus de démocratie directe. Et donc c'est à la fois une ambition et une méthode qui, je pense, me caractérise. Merci, Madame Buzyn. Merci.